un sujet sensible qui a conduit le ministère à prévoir une vaccination obligatoire étendue auprès des plus jeunes enfants. Alors, quelle est la perception de cette vaccination? Pourquoi une vaccination obligatoire? Et en fait, qu'est-ce que ça change concrètement pour les parents, pour les enfants et pour les professionnels de santé? Alors, la perception de la vaccination, quelle est-elle auprès de la population générale en France, hein? On est vraiment sur notre pays, avec donc une étude de Santé publique France, l'ex-INBS, qui a fait une analyse de cet abord de la population vis-à-vis de la vaccination. Et on voit que jusqu'à 2005, la vaccination était bénéficiée d'un préjugé tout à fait favorable de la part de la population, qui est arrivé autour des années 2010, l'épisode hépatite B, et puis dans la foulée la grippe H1N1, la fameuse pandémie grippale, qui a fait beaucoup de mal, non seulement par rapport à la population, mais pas par l'effet grippe, mais aussi par l'image qu'a pu avoir la vaccination du fait de la façon dont s'était passée cette pandémie grippale et la vaccination qui avait été mise en place pour essayer de s'en prémunir. Depuis, petit à petit, il y a une confiance qui revient sur les vaccins, mais une confiance, enfin un abord positif, on va dire, de cette vaccination, mais avec quand même une stagnation de cet avis tout à fait favorable. Alors, je vais vous montrer qu'en fait, en fonction des vaccins, l'avis est très variable par rapport à l'un ou à l'autre, et la confiance de la population, l'image que peut avoir le vaccin peut être extrêmement différente. Vous voyez que par rapport à la grippe notamment, les personnes qui sont favorables sont en plus petit nombre, on va dire, que par le passé. Pour d'autres vaccins, comme le DTP, par contre, les personnes sont extrêmement favorables. Alors le DTP, une remarque, il est obligatoire pour les enfants depuis déjà de longues années, et donc il y a un avis favorable aussi parce que le rapport bénéfice-risque est évident, c'est-à-dire qu'on n'a pas de malades aujourd'hui en France, d'origine française, qui présentent ce type de pathologie, éventuellement revenant de voyage pour des personnes non vaccinées, mais globalement sur notre territoire, on n'a plus, donc il y a un préjugé favorable par rapport à l'effet de cette vaccination. Et par ailleurs, les effets secondaires liés au vaccin, comme tout médicament, restent extrêmement limités. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est perçu comme étant sûr et comme étant efficace par rapport pour la population. Alors, le fait de dire qu'aujourd'hui, autour de 25% des personnes sont défavorables à la vaccination, comme je viens de vous le dire, c'est montrer qu'ils ne sont pas défavorables à toutes les vaccinations, mais bien plutôt à un certain nombre d'entre elles, pour des raisons différentes d'ailleurs. Alors, l'adhésion à la vaccination par région. Et ce n'est pas un hasard, vous constaterez que le sud de la France, pour être plus global, a une adhésion inférieure aux autres régions. Ça se traduit illico par une couverture vaccinale qui est inférieure par rapport aux autres régions en France. Alors, si la vaccination n'était plus obligatoire, notamment pour le DTP, pure hypothèse d'école, on n'est pas du tout sur cette logique-là et sur cette réflexion-là, mais si elle l'était, et les questions qui ont été posées à divers parents sur l'ensemble du territoire national montrent qu'un certain nombre de parents diraient « Ah ben si c'est plus obligatoire, je ne fais plus vacciner mes enfants ». Un certain nombre. Mais pour autant, un certain nombre d'autres restent convaincus de l'efficacité et du bien fondé de cette vaccination. Donc ces parents-là, vers qui ils se tournent aussi pour essayer d'avoir des informations et des informations le plus fiables possible.
on s'aperçoit au travers de la même enquête que le médecin, et c'est heureux, est le premier conseiller des familles pour ce qui est du bien fondé de cette vaccination. Est-ce qu'il faut tous les faire? Pourquoi? Comment? À quel rythme? Etc. Quels sont les effets potentiels de ces vaccins-là? Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que je risque? La deuxième source d'information pour les familles, c'est Internet et les autres médias. Attention sur ces réseaux-là. Les informations qui circulent ne sont pas toutes des informations validées scientifiquement. Il y a beaucoup d'informations, certaines sont tout à fait exactes, d'autres ne le sont pas. Et malheureusement, cette source d'information-là laisse circuler des informations qui ne sont pas scientifiquement prouvées et nuisent à l'adhésion de la population par rapport à cette vaccination, parfois sur des choses qui sont vraiment totalement fausses. Alors que la vaccination, on a commencé à en parler avec le col de l'utérus tout à l'heure, je finirai par ça. La vaccination, c'est un geste simple, c'est un geste efficace. Selon l'OMS, vous voyez que 2 à 3 millions de décès sont évités pour les seules maladies, diphtérie, tétanos, coqueluche et rougeole, dès lors que les personnes sont vaccinées. Ce sont des chiffres énormes, 2 à 3 millions de personnes dans le monde. La vaccination, elle assure une protection individuelle, c'est-à-dire que l'enfant, pour reprendre dans le cadre de la vaccination obligatoire, qui est vacciné est protégé. Et la vaccination, elle protège aussi les autres. Et ça, c'est un élément majeur dans le cadre de ces vaccinations obligatoires. Elle permet de protéger l'enfant lui-même et de le protéger quasi durant toute sa vie, s'il respecte les rappels qui sont à faire, mais aussi de le protéger dans les lieux où il vit et de protéger les collectivités. C'est un élément très très important, et notamment par rapport aux plus jeunes qui n'ont pas eu ces vaccinations ou des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées parce qu'elles présentent une vraie contre-indication médicale à cette vaccination. Au jour d'aujourd'hui, la vaccination, et je vais vous le montrer, est très insuffisante pour apporter cette protection collective pour l'ensemble des enfants. On s'aperçoit que selon les maladies, selon qu'elles soient très contagieuses ou un peu moins contagieuses, la couverture nécessaire pour protéger, pour éviter les épidémies, elle varie de 85 à 95%. Je vous montre là la couverture telle qu'elle est globalement sur le territoire national. À titre d'exemple, on en a parlé dans les médias et c'est une réalité, on est sur une phase où on constate une évolution importante des cas de rougeole qui nous sont signalés, globalement sur le territoire national, en particulier sur Nouvelle-Aquitaine, c'est un petit peu loin de chez nous, mais quand même, il faut s'en protéger. Donc c'est un élément important et on s'aperçoit que 95% des cas de rougeole surviennent chez des enfants, enfin des personnes qui sont non ou mal vaccinées, c'est-à-dire avec une seule dose de ce vaccin. Près de 1700 cas, alors on est à peu près autour de 3000 aujourd'hui, près de 1700 cas de rougeole ont concerné des situations de nourrissons, donc qui n'avaient pas pu bénéficier encore de cette vaccination, d'où l'importance de la protection collective que j'évoquais, qui est donnée par une couverture vaccinale plus importante. Parmi les 20 décès, 8 sont survenus chez des personnes immunodéprimées. Donc là aussi, si la population autour d'eux avait pu être vaccinée, ils n'auraient pas été contaminés par ce virus et ils n'auraient pas déclaré la rougeole. Alors, de ce constat-là, que la couverture vaccinale restait insuffisante, même si la plupart des vaccins qui étaient listés là restaient recommandés, mais n'étaient pas suivis d'effet par rapport à la population, il a été décidé de rendre cette vaccination obligatoire pour 11 pathologies et donc 11 vaccins.
Ces 11 vaccins représentent dans la vie de l'enfant, entre 0 et 18 mois, 10 injections. Alors pourquoi 10 injections? Parce que certains, il faut en faire 2, d'autres 3, d'autres une seule, et qu'un certain nombre de vaccins sont regroupés parfois sur une même seringue, pour dire les choses simplement. Donc ces nouvelles obligations, elles sont obligatoires, elles entrent en vigueur depuis le 1er janvier. Ça veut dire que les enfants qui sont nés depuis le 1er janvier doivent bénéficier de ces 11 vaccins. La nouvelle réglementation donc, a induit derrière un certain nombre de textes qui précisent le calendrier vaccinal avec un souci de le simplifier, c'est-à-dire de dire quand dans la vie de l'enfant, à quelle période ces vaccins et lesquels doivent être administrés à l'enfant, avec un nouveau carnet de santé donc, qui fait apparaître ces 11 vaccinations obligatoires et avec un certain nombre d'imprimés qui permettent d'établir les certificats au travers des examens tels qu'ils sont procédés auprès de l'enfant. Alors, un élément important, majeur, qui est que pour entrer dans une collectivité, quelle qu'elle soit, y compris une colonie de vacances, y compris chez une nourrice à domicile, l'enfant doit avoir bénéficié, selon l'âge où il y rentre, des vaccinations telles qu'elles sont prévues dans ce nouveau calendrier vaccinal. Quelle que soit la collectivité, je le dis bien, c'est un élément important pour les vacances ou pour la vie de cet enfant en collectivité. Seule une contre-indication médicale peut exempter l'enfant de cette vaccination. Convenance personnelle, ça ne marche plus. En revanche, ne pas faire vacciner son enfant ne constitue pas pour les parents, ou plus pour les parents, une infraction pénale. Mais, en tant que telle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se retourner contre les parents immédiatement, en tout cas, parce qu'il n'a pas fait vacciner son enfant, mais si l'enfant lui-même développe une des pathologies parce qu'il n'a pas été vacciné et malheureusement avec des conséquences parfois dramatiques pour lui, ou si le fait que l'enfant n'ait pas été vacciné soit porteur d'une bactérie ou d'un virus et contamine son petit voisin à côté qui lui aurait pu avoir une contre-indication médicale, il peut y avoir des suites, là pour le coup, judiciaires et entraîner des poursuites pénales. Donc 10 injections, je vous l'ai dit, entre 2 mois et 18 mois. C'est essentiellement des vaccins combinés, comme je vous l'ai dit, donc plusieurs vaccins dans une même seringue. Et on constate quand même aujourd'hui que déjà plus de 70% des enfants bénéficient de ces vaccinations et n'ont pas eu de difficultés particulières. Les vaccinations, elles sont réalisées par les médecins des enfants au cours des examens systématiques dont il peut bénéficier. Et donc le médecin explique à la famille, bien évidemment, et répond aux questions que peut se poser cette famille sur ces vaccins. Il y a quelques effets indésirables qui sont en général très limités, c'est-à-dire qu'il y a de la rougeur au point d'injection, une douleur, un peu de fièvre éventuellement dans les jours qui suivent, et puis les choses rentrent totalement dans l'ordre. C'est une politique de santé publique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de protéger la population, non seulement chaque individu, mais aussi le collectif, de façon à améliorer la santé globale de notre population et d'éviter les épidémies et les soucis complémentaires. Donc ces vaccins, ils sont pris en charge par l'assurance maladie, par les complémentaires bien évidemment, et ils peuvent être obtenus gratuitement également dans les centres de vaccination ou auprès des structures de petite enfance type PMI. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour dire que le calendrier vaccinal existe, il est à disposition, vous l'avez dans les stands tout à l'heure, donc c'est quelque chose de pratique et qui est facile à trouver. Vous avez un certain nombre de questions-réponses qui sont également à votre disposition et que vous pouvez récupérer en sortant, et également sur un site référent, qui est le site du ministère sur ce sujet-là.
Qu'est-ce qui change vraiment dans la réalité? Comme je vous l'ai dit, pas grand-chose finalement vis-à-vis des parents et des enfants, puisque ces vaccinations étaient déjà recommandées. Donc un certain nombre, je vous ai dit 70%, bénéficient déjà. Il faut augmenter cette couverture, mais ça ne va pas forcément changer vraiment beaucoup les choses par rapport aux visites qu'on peut faire chez le médecin sur ce sujet-là. Dans la pratique des professionnels, pas grand-chose non plus, puisque, si ce n'est quelques piqûres de plus à faire, et on l'espère de tout cœur, ils vont continuer à informer les parents et à vacciner les enfants. Et cet objectif de protection, il rentre bien sûr dans leur éthique et dans le cadre déontologique de leur fonction. Par contre, on en attend beaucoup sur la perception de la vaccination, c'est-à-dire qu'on espère que cette obligation vaccinale va permettre d'entraîner une dynamique. Elle est le témoin d'une volonté forte de la part de notre gouvernement, d'une volonté de santé publique. Vraiment, il donne des arguments pour aussi pousser la vaccination, non seulement sur ces vaccins-là, mais sur d'autres, comme la grippe saisonnière. Alors la grippe saisonnière, l'intérêt, il est de protéger les plus fragiles d'entre nous. Donc c'est vraiment un élément là aussi important, tant pour les personnes âgées que pour un certain nombre d'enfants. C'est important aussi économiquement, il faut aussi tenir compte de cet aspect-là. Ceux qui ont eu la grippe savent qu'on est couché au fond du lit pendant 5 à 7 jours, donc c'est quand même quelque chose de pas banal, et du coup on ne peut pas travailler non plus, et donc on a aussi une perte économique au niveau du pays. Se vacciner, c'est protéger donc ses proches, c'est particulièrement important quand on a des personnes fragiles autour de soi, d'aider à les protéger, non seulement en les vaccinant eux-mêmes, mais en se vaccinant soi. C'est le propre, par exemple, des professionnels de santé, notamment. Et également l'infection à papillomavirus. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, puisque vous venez d'en entendre parler longuement, et il y a eu des réponses aux questions que vous vous posiez. Voilà, je vous remercie. Je suis prête à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux personnes qui, face à la vaccination, vont avoir un a priori en disant « Non, mais moi, je connais quelqu'un qui a très mal réagi ou qui a déclenché un autisme », ou enfin, vous voyez, ce genre de, je ne sais pas, de psychose. Alors, le suivi, les effets indésirables liés au vaccin, je vous ai dit qu'il en existait, ils sont suivis de près par la NSM, comme tout autre médicament. Donc, il y a vraiment un accompagnement de la vie du vaccin. Donc tous ceux qui ont, ou en tout cas pensent avoir des effets secondaires liés à la vaccination, se doivent de les déclarer. C'est un élément important pour savoir quel est l'impact. Et c'est au vu de ces événements qu'on prend des décisions ou pas sur le suivi d'un médicament en général et d'un vaccin en particulier pour ce qui nous concerne. Il s'avère à ce jour qu'aucun vaccin existant n'a fait l'objet d'un retrait parce qu'il y avait des effets secondaires majeurs. Mineurs, oui, comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires mineurs, mais sur des effets secondaires majeurs, il n'y en a pas. Et en tout cas, ils n'ont pas entraîné de retrait compte tenu du bénéfice-risque qu'on attend de ces vaccins. Bonjour madame, je vous remercie pour vos bonnes explications sur les bienfaits du vaccin. Je voudrais vous poser 2 questions. La première, que pensez-vous des parents qui refusent que l'on vaccine leurs enfants? Et il y a une deuxième qui viendra en fonction de votre réponse. Alors, que vous dire? La liberté de chacun, elle est respectable en soi, d'accord? Il est de notre devoir, en tant que professionnel de santé, et de mon niveau, je ne peux pas vous dire autre chose, que de convaincre ces parents que c'est important pour leurs enfants. Après, il y a une liberté individuelle. Par contre, quand on est parent, on a une responsabilité vis-à-vis de ses enfants. On se doit de les protéger contre un maximum de maladies. La vaccination est un moyen
simple, facile, peu coûteux, et qui protège efficacement contre la maladie. Donc c'est une responsabilité de parents que de s'engager dans ce souhait à apporter à son enfant. Et en plus, non seulement il protège son enfant, mais il va protéger les autres dès lors qu'il contribue à apporter une protection collective pour l'ensemble de la communauté auquel il appartient. Alors ma deuxième question, que risquent des enfants vaccinés lorsqu'ils sont en contact d'enfants non vaccinés? Qu'est-ce qu'ils risquent puisqu'ils sont vaccinés? L'enfant qui est vacciné, il a sa protection, donc lui-même ne risque rien. Par contre, la personne non vaccinée est susceptible d'apporter à ceux qui ne le seraient pas ou qui, pour des raisons médicales, on a un certain nombre de raisons médicales qui font que les enfants, certains enfants, ou adultes d'ailleurs, ne peuvent pas être vaccinés. Et cette protection-là, on la leur doit aussi. Donc il faut éviter que c'est toute la logique d'éviter que des enfants non vaccinés ne participent à une vie en collectivité. C'est vraiment ça le but. Et on sait qu'on a un certain nombre, quoi qu'on fasse, hein, y compris avec une obligation vaccinale, on sait qu'on aura toujours un petit pourcentage, le moins possible, mais qui ne sera pas vacciné. Donc vraiment, on a aussi une responsabilité collective pour faire en sorte que ces enfants non vaccinés, surtout quand ils ont une raison médicale pour ne pas l'être, soient aussi protégés par la vaccination des autres. Beaucoup de parents, je crois, madame, ne sont pas opposés à la vaccination en soi. Mais beaucoup de parents se posent des questions sur le mode de fabrication et particulièrement sur ce fameux support aluminium. Qu'en pensez-vous? Alors, le vaccin, il y a deux sortes de vaccins. Il y a des vaccins vivants, atténués, c'est-à-dire que où le virus reste, le microbe reste vivant et donc plus tonique, d'accord, même s'il est atténué. Ce vaccin-là, il y en a un certain nombre, ne contient pas d'adjuvant, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui seul et il apporte à lui seul la protection et la dynamique suffisante pour que la personne fabrique ses anticorps face à cette maladie et à ce microbe-là. Malheureusement, un certain nombre d'autres vaccins sont faits avec des virus totalement inactivés. Et du coup, ils sont moins efficaces en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils n'induisent pas par leur seule présence une immunité suffisante. D'où l'apport d'adjuvants. Ces adjuvants, ils sont particulièrement importants pour pouvoir permettre le développement de ces anticorps et donc faire en sorte que le vaccin soit efficace. Toutes les études qui sont faites aujourd'hui sur ces vaccins, et ils sont suivis, elles sont vraiment suivies, y compris dans la fabrication et dans les effets secondaires que j'évoquais tout à l'heure auprès de madame. Donc il y a vraiment un suivi de tout ça qui montre qu'aujourd'hui, les adjuvants ne sont pas un élément qui induisent des effets secondaires suffisants, qui induisent des effets secondaires qui justifient de prendre en compte ça et de limiter du coup ni leur présence, sous peine de rendre le vaccin totalement inefficace, ni d'arrêter le vaccin dans sa production et dans son utilisation. Depuis que le vaccin existe, donc c'est quand même quelque chose de relativement ancien. On a entendu tout à l'heure nos collègues parler du papillomavirus et du vaccin lui-même. Il est suivi sur des cohortes extrêmement importantes, et plus le vaccin est ancien, et mieux il est suivi, et plus on a de recul, si j'ose dire, sur les effets liés au vaccin, et notamment les effets négatifs. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir ce que vous pensez, votre avis par rapport à l'extension justement de l'obligation vaccinale. Je pense notamment à la varicelle ou au rotavirus, qui sont obligatoires dans certains pays comme l'Italie, par exemple. Alors, si j'ose dire,
La décision gouvernementale qui a été prise récemment, elle porte déjà sur 11 vaccins. Donc on a augmenté, passant de 3 à 11. Pourquoi ce chiffre de 11 ? C'est parce qu'il a été jugé que la pathologie contre laquelle existait le vaccin était suffisamment grave et suffisamment importante, en tout cas les risques potentiels liés à ces pathologies, pour rendre nécessaire, je ne parle même pas de l'obligation, mais pour rendre nécessaire d'accroître la couverture vaccinale pour permettre une limitation maximale du risque épidémique et de limiter la circulation des virus de ce point de vue-là. On s'est arrêté à 11, effectivement. Au jour d'aujourd'hui, sur ce que vous évoquez des rotavirus ou des varicelles, c'est vrai qu'on a aussi des effets secondaires, parfois de la maladie, parfois gravissimes. Le nombre, enfin, l'étude qui a été mise en place n'a pas amené le législateur à rendre ces vaccins-là obligatoires. Et quand on parle de l'obligation vaccinale d'aujourd'hui, rien ne dit que demain, elle sera maintenue à 11, ni bas, ni plus bas, ni plus haut. Ce que je veux dire par là, c'est que si on s'aperçoit, et on l'a fait avec la variole par exemple, il y a quelques années, si on s'aperçoit que la maladie disparaît grâce à la vaccination, il n'est pas utile forcément de poursuivre d'abord la vaccination et a fortiori l'obligation vaccinale. Donc on n'est pas aujourd'hui sur quelque chose qui est définitif, ni dans un sens ni dans un autre. Donc on pourrait peut-être être amené à augmenter le nombre de vaccins obligatoires ou à le diminuer en fonction de l'évolution des pratiques et du coup du constat qui peut être fait par rapport au risque épidémique ou à l'intensité, l'incidence, donc les nouveaux cas liés à ces pathologies. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Oui, compte tenu justement de l'immigration, de la forte immigration, il y a des recrudescences de certaines pathologies comme la tuberculose. Alors, je ne savais pas ce qu'il en était, puis par rapport aussi au HIV et à l'augmentation des patients atteints du sida, dont on ne parle pas beaucoup. Je voulais savoir si donc cette vaccination qui n'était qu'à 60% contre la tuberculose, alors je ne sais plus si elle était obligatoire parce qu'elle ne l'était plus. Elle n'est plus toujours. Oui. Alors, la tuberculose, il y a effectivement un certain nombre de cas de tuberculose qui sont signalés chaque année. Ce nombre de cas diminue toutefois sur le territoire national. Pas autant qu'on le voudrait, mais il diminue. Le travail qui a été... Alors, par rapport au BCG, qui était donc le vaccin utilisé contre cette tuberculose, ce vaccin-là, son efficacité, son efficience, c'est-à-dire vraiment le rendu par rapport à l'attendu par rapport aux enfants vaccinés ou aux personnes vaccinées, une immunité qui diminue dans le temps. Enfin, il y avait pas mal d'éléments qui ont fait que l'obligation vaccinale, pour répondre à madame, a disparu. Enfin, il a été décidé d'arrêter cette obligation vaccinale, mais par contre de la recommander, notamment pour un certain nombre de populations à risque, qui pourraient être des populations soit issues de l'immigration, soit qui vont voyager dans un certain nombre de pays, et du coup aller au contact de la rencontre de cette pathologie-là. Donc il reste recommandé, notamment dans les maternités, il y a un certain nombre de vaccins qui sont faits en ciblant la population, et on s'aperçoit que cette décision n'a pas modifié l'impact de la tuberculose dans le pays. Autrement dit, on continue à constater une baisse des tuberculoses, encore une fois pas aussi importante que ce qu'on le voudrait,
mais d'avoir arrêté, enfin d'avoir pris ces mesures-là, n'a pas modifié la survenue de ces pathologies. Donc on reste sur quelque chose qui est recommandé, ciblé, c'est-à-dire que vraiment, par rapport à des populations à risque, il est recommandé de le faire. Bonjour madame. Qu'en est-il dans une fratrie où, pour la vaccination des filles justement contre le papillomavirus, L'HPV, oui. Oui, HPV, quand un garçon dans la même fratrie a développé une maladie auto-immune démontrée, la thyroïde. Alors, les modalités de transmission du virus lui-même, elles sont essentiellement sexuelles, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc le risque entre un frère et une sœur, a priori, reste limité. D'accord ? Par contre, plus les personnes, on va dire, plus on sait qu'il y a un risque dans la famille, soit parce qu'il y a quelqu'un qui est malade, soit parce qu'au contraire, il a une immunité très basse. On a tout intérêt, c'est vraiment tout l'intérêt de la protection collective d'un vaccin. C'est-à-dire que plus on fera cette protection collective, donc autour du cas, et mieux le collectif s'emportera, y compris dans un collectif familial. Est-ce que c'est clair pour vous ? Merci, docteur Durand. Dans 5 minutes, la conférence suivante traitera de la prévention des cancers. Je vous rappelle que vous pouvez passer par le stand des différents partenaires